Si ce genre d'image vous dit quelque chose, alors vous avez peut-être déjà croisé les aesthetics, les esthétiques en français. Ces styles graphiques qui incarnent une époque, une technologie, une culture ou même un état d'esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un d'entre eux, un style né dans les marges, dans les pixels surchargés, dans les rues de Tokyo et les consoles oubliées. Un style qu'on ne nomme pas toujours mais qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Bienvenue dans le Grind Fiction. Les années 90 nous ont laissé en héritage de nombreux styles d'art graphique qui ont évolué en parallèle de cette décennie pleine de changements. La généralisation de l'informatique dite à la maison et des consoles de salon atteint son apogée. La technologie entre dans les foyers, l'époque est à la modernité. Parallèlement, le Japon connaît sa décennie perdue, qui laisse derrière elle une jeunesse qui s'exprime dans la rue. Cette histoire s'est insufflée dans les objets de cette époque, avec une esthétique tantôt chromée, mettant en scène des planètes pour témoigner d'un passage à une nouvelle dimension, faisant la part belle aux visuels criards et aux effets 3D, et bien évidemment à l'eurobeat hurlant et aux pneus qui crissent. Ce sujet a été traité en long, en large et en travers, alors délaissons un instant le gobelet de Takumi et votre Nintendo 64 Crystal Blue pour faire un petit bond dans le futur. Le XXe siècle s'achève, le futur semble radieux alors que s'ouvre sous nos yeux un nouveau millénaire et avec lui, la promesse d'un style nouveau. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la claque de nostalgie. Enfilez vos rollers et vos suites trop larges aux couleurs criardes, dégainez guitare électrique et bombe de peinture, la rue est à nous, et on va parler de Grind Fiction. L'an 2000. Quelque chose s'achève, quelque chose commence. L'humanité a beau avoir survécu au bug éponyme, elle traîne encore en héritage les tares des années 90. Les conséquences de la fin de la bulle immobilière sont encore là au Japon, tandis que l'éclatement de la bulle internet guette le monde entier. L'économie est en berne et frappe une jeunesse qui a du mal à trouver sa place dans un monde à l'horizon plus trouble qu'il ne l'était pour la génération précédente. Cet esprit va se retrouver dans cet objet visuel assez curieux qui est le Grind Fiction, une forme de stylisation radicale née dans la rue, dans les marges, dans la saturation. Ce nom lui-même ne vous dit sûrement pas grand-chose. Et pour cause, terme très peu connu en France, pas beaucoup plus à l'international, le Grind Fiction relève d'un style visuel assez mal défini, aux contours parfois peu clairs comme nous le verrons par la suite. Pour ajouter à la confusion, on lui donne également d'autres noms comme Shibuya Punk ou Animemo. Pourtant, ses principaux représentants sont assez identifiables, si bien que le Grind Fiction fait partie de ces concepts que beaucoup parviennent à visualiser sans parvenir à l'expliquer. Aujourd'hui, on tente d'éclaircir un peu tout ça. Sans révolutionner certaines esthétiques des années 90 qui reposaient aussi sur la rue et les jeans baggy, le Grind Fiction tente plutôt de proposer une évolution qui s'inscrit dans le contexte de son époque. Si des œuvres comme Initial D avaient déjà l'asphalte pour thématique, le Grind Fiction va s'imposer comme une évolution en y ajoutant des couleurs flashy et surtout se distinguer durablement en intégrant deux thématiques majeures. Tout d'abord, la notion d'opposition y est prépondérante. Là où des styles graphiques précédents ou contemporains illustraient une prise de pouvoir simple sur un environnement donné, le Grind Fiction le fait en y ajoutant l'opposition à un monde ancien, mettant en scène un conflit générationnel entre une jeunesse colorée cherchant sa place contre un monde adulte terne voulant l'en empêcher. Lorsque l'on connaît l'historique dans lequel s'inscrit ce style, le message est limpide. Ensuite, les œuvres s'inscrivant dans le Grind Fiction ont toutes pour point commun une idée de fantastique au sens littéraire, une œuvre qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou à la science-fiction. Bien loin d'épouser les codes de la fantasy, eux aussi revisités dans les années 2000, le Grind Fiction introduit plutôt des éléments surnaturels dans un décor jusqu'ici réaliste. Dans le Grind Fiction, tout est doté d'une touche d'exubérance, de sensationnel, voire de rocambolesque ou d'absurde, comme une manière de rompre avec un monde réel devenu étouffant en y distillant des éléments plus fantasques, une bouffée d'air. Ces deux caractéristiques confèrent au Grind Fiction cette image de bulle pétillante destinée à bousculer un monde rendu figé par une génération amorphe qui aurait oublié comment vivre. Aussi éphémère que marquant, le Grind Fiction aura laissé derrière lui nombre d'œuvres à l'aura bien particulière qui encore aujourd'hui parviennent à restituer avec une étonnante pureté tout un pan des années 2000. Maintenant qu'on a tenté de définir cet ovni visuel, laissez-moi vous présenter quelques dignes représentants du Grind Fiction, chacun l'ayant abordé à sa manière. Et s'il fallait un point de départ, ce serait probablement ce jeu, Jet Set Radio. JSR, développé par Smilebit et sorti au Japon en juin 2000 sur Dreamcast, est une anomalie parfaite. On est chez Sega, à l'époque où l'entreprise tente encore de bousculer le jeu vidéo. La Dreamcast est pensée comme une machine en avance sur son temps avec son réseau online et une capacité graphique inédite. JSR va en devenir la vitrine artistique. Avec sa bande-son aussi improbable qu'hypnotique à base de breakbeat, électro-funk, collage sonore et samples vocaux, la radio pirate du DJ Professor K signe l'esthétique musicale de la Grind Fiction. Parlons plus en détail des quartiers de Tokyoto, une ville saturée de
caméras de surveillance, de drones policiers et de barrages qui renforcent une atmosphère tendue et répressive. Les sirènes hurlent au loin, le bruit urbain est omniprésent, incarnant ce contrôle constant auquel s'oppose la jeunesse du jeu. Cette opposition entre liberté et surveillance est au cœur de l'expérience. On y retrouve 3 gros quartiers, Shibuya-cho, le quartier commerçant basé sur Shibuya. Retenez bien que Shibuya est le quartier de prédilection des scénarios de grind fiction. Kogane-cho, la zone portuaire et industrielle, et enfin Benten-cho, basé sur Kabukicho, le quartier chaud de Shinjuku. On peut aussi explorer Grind City, composé de Grind Square, clairement inspiré de Times Square à Manhattan, vous l'aurez compris, et de Bantam Street, qui doit son inspiration à Brooklyn. Mais au-delà des courses effrénées et des figures stylisées, le graffiti est l'acte fondateur de Jet Set Radio. C'est l'arme du joueur. Pas de flingue, pas de coup de poing, mais une bombe de peinture. Chaque tag est un geste de rébellion, une manière d'occuper l'espace, de revendiquer sa place dans la ville. Marquer un mur, un train ou même la carrosserie d'un véhicule de police, c'est affirmer une identité face à un système qui voudrait tout contrôler. Cet aspect est essentiel à la grind fiction. Le style, l'expression et l'insolence prennent le pas sur la vraisemblance ou la logique. Dans JSR, tu ne gagnes pas en détruisant tes adversaires, mais en recouvrant la ville de ton art. Sega a très tôt été imprégné de ce qui sera une des caractéristiques du grind fiction en cassant les codes pour adopter un style dynamique, tourné vers la jeunesse, en opposition avec un Nintendo qui construit une image family-friendly et propre sur lui. Dès les années 90, Sega cultive cette image en parfaite harmonie avec la culture jeune et urbaine. Rien que Sonic, leur mascotte, était LE symbole de la coolitude, rapide, rebelle et désinvolte. Un reflet authentique de l'esprit street de l'époque, bien plus branché que les mascottes concurrentes. Le design audacieux de leur console, de la Mega Drive au style anguleux et agressif, à la Dreamcast avec sa silhouette épurée et futuriste, confirmait cette identité destinée à une génération en quête de nouveautés et de différence. Non mais les campagnes de pub étaient hyper vénères aussi. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? Les campagnes Sega Does What Nintendo Don't jouaient la provoque directe, ça marquait les esprits, ça renforçait ce positionnement. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Face au caractère précurseur du style et de la communication de Sega, on se dit que ce n'était peut-être pas un hasard si la Dreamcast était en avance sur son temps. En bref, Jet Set Radio met liberté et répression, entre expression et censure, entre underground et système. Et cette tension-là, cet équilibre fragile entre esthétique radicale, ville contrôlée et musique libératrice, ça va devenir la base d'un langage visuel qu'on retrouvera muté, transformé dans d'autres œuvres au fil des années 2000, dont l'orée semble définitivement prise d'une poussée de grind fiction incontrôlée jusque dans les séries d'animation. Je ne peux pas évoquer le grind fiction sans vous parler de Fooly Cooly. 2 mois avant la sortie de Jet Set Radio, débarque au Japon une série animée en 6 épisodes aussi compacte que survoltée, FLCL ou Fooly Cooly pour les intimes. C'est l'histoire de Naota, 12 ans, paumé dans une ville sans saveur, coincé entre un frère parti à l'étranger, des adultes absurdes et une adolescence qui cogne à la porte sans prévenir. Jusqu'au jour où débarque Haruko, extraterrestre punk à Vespa jaune, qui lui explose littéralement le crâne avec sa basse. À partir de là, des robots sortent de sa tête, oui, le réel part en vrille. FLCL, c'est une série sur le passage à l'âge adulte, mais racontée comme un solo de guitare distordu, trop rapide, trop fort, bourré de riffs visuels et de ruptures de ton. L'animation change de style en plein milieu d'une scène, les personnages brisent le 4e mur, les cadrages sont ultra dynamiques, saturés de détails, de bruit, de tension, et en toile de fond trône un fer à repasser géant planté au milieu de la ville. Une installation industrielle absurde, presque surréaliste, non, c'est surréaliste, qui appartient à Medical Mechanica, une méga corporation obscure. Leur objectif, repasser le monde, lisser les plis, éliminer toute forme d'aspérité, d'individualité, de chaos, bref, tout ce que représente la jeunesse, le désordre, l'expression. C'est exactement le propos que FLCL met en scène, une rébellion contre l'homogénéisation, contre la norme imposée par des forces froides, opaques et écrasantes. Mais surtout, FLCL incarne une énergie 100% grind fiction, une ville trop petite pour contenir l'élan intérieur d'un gamin en feu, une jeunesse qui refuse le cadre, qui explose tout en se perdant dans un déluge de références pop, d'agressivité et de non-sens contrôlé. Le tout porté par une bande-son nerveuse et mélodique signée The Pillows entre punk rock alternatif et influence à la Pixies. On y retrouve aussi des suites orchestrales presque théâtrales qui accentuent le côté rocambolesque de certaines scènes. Une musique qui ne commente pas l'action mais l'alimente. Comme une voix intérieure, une pulsation constante qui donne à l'absurde une direction et à l'anarchie une cohérence. Ce n'est pas un récit linéaire, c'est une poussée de fièvre, un rush, un chaos stylisé, électrique, urbain et fictif. Quand on parle de grind fiction, je pense qu'il n'y a aucun autre animé qui incarne aussi bien ce sujet que Air Gear. Pour ceux qui ne connaissent pas, Air Gear est une pépite un peu oubliée des années 2000, mais ceux qui l'ont vu ne l'ont jamais oublié. Dès les premières minutes, on sent que cet animé transpire le grind fiction. Pas besoin de longs discours, ça se fait sentir dans son énergie, dans sa vibe et son flow, on ne l'explique pas, ça se ressent.
Et ce n'est pas un hasard, à la bande-son on retrouve Hideki Naganuma lui-même sous son alias Skunk Funk, le même qui a donné son identité sonore à Jet Set Radio, le même qui a inventé le groove de Professor K. Cette connexion entre les deux œuvres, elle passe autant par le son que par l'attitude. Air Gear suit l'histoire d'Iki, un lycéen bagarreur et grande gueule qui découvre un jour l'existence des Air Treks, des rollers futuristes surpuissants capables de défier la gravité. Très vite, il plonge dans l'univers clandestin des Storm Riders, des crews qui s'affrontent dans des courses nocturnes pour prendre le contrôle des territoires urbains. Derrière les figures acrobatiques et l'insolence, il y a autre chose. Une quête de liberté, un dépassement de soi permanent, une envie furieuse de grimper jusqu'au sommet. Dans Air Gear, on grimpe les murs, on file sur les câbles électriques, on ride sur les toits comme si la ville était un skatepark infini. Chaque rider suit sa route, sa manière unique de glisser, de se battre, de vivre, et cette route devient un mythe, une philosophie. Mais bon, Air Gear c'est vraiment une affaire de style. Regardez un peu le look de ces couvertures du manga, c'est un véritable défilé Y2K, un paradis de streetwear des années 2000, de jupes trop courtes, de jeans taille basse, de lunettes futuristes, de ceintures inutiles, de logos partout et de poses ultra stylées. L'auteur O. Great ne laisse rien au hasard. Là où beaucoup d'animés figent leurs persos dans une tenue unique, lui il les relook constamment, comme s'il faisait la une d'un magazine de mode urbain. Les looks changent, évoluent, s'affinent, chaque personnage a son flow, sa coupe, ses accessoires. Et dans Air Gear, chaque crew a sa charte graphique, son univers visuel, son branding, c'est presque du lore par le style. Alors oui, Air Gear commence comme un shonen classique. Un ado découvre le frisson des rollers survitaminés, enchaîne les bastons et grimpe les échelons. Mais très vite ça part en sucette, le roller devient une arme, une religion, un moyen de s'élever dans tous les sens du terme. Et malgré ses excès, ses dérives scénaristiques, Air Gear garde une chose intacte. Son cœur. C'est une ode à la jeunesse, une célébration de la liberté, c'est une œuvre qui parle de se chercher, de tracer sa route et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est. Et dans sa version animée, cette énergie-là est clairement nourrie par l'influence de JSR et de sa suite Jet Set Radio Future. Même flow, même rage de vivre, même grind fiction. Incontrôlable par nature, le grind fiction ne saurait se contenter d'un seul écran et double la mise en envahissant la DS. Après avoir enfilé vos Air Treks et filé entre les toits comme des Storm Riders, changeons de décor. On quitte les rues chromées du roller et on plonge au centre de Shibuya. Mais pas à pied, à travers l'écran de votre Nintendo DS. The World Ends With You, c'est l'explosion du grind fiction en format portable, le premier jeu original que Square Enix a conçu spécialement pour la Nintendo DS. Vous allez reconnaître la patte, une esthétique saturée, des héros en mode streetwear extrême, une bande-son qui pulse entre hip-hop et breakbeat. La patte visuelle unique du jeu vient de Tetsuya Nomura, déjà célèbre pour ses travaux sur Final Fantasy et Kingdom Hearts. Ses designs audacieux, silhouettes stylisées et tenues détaillées donnent à Twiwi ce style streetwear, cette énergie graphique reconnaissable entre toutes. Ici, l'opposition n'est plus entre liberté et surveillance comme dans Jet Set Radio, ni entre jeunesse et monde adulte comme dans Air Gear ou FLCL. Non, c'est une lutte intérieure, une guerre entre ton individualité et ton indifférence. On y suit Neku, ado asocial qui se réveille en plein carrefour devant la tour 104, copie à peine voilée de la Shibuya 109. Son souvenir de ce qui lui est arrivé. Un héros amnésique, c'est cliché? Oui, complètement. Dans sa main, un badge noir frappé d'une tête de mort. À la fois insigne et arme, il lui permet de lire les pensées des gens autour de lui. Très vite, un compte à rebours s'imprime sur sa peau et il se retrouve coincé malgré lui dans un Reaper's Game. Un jeu de survie qui se déroule en 7 jours au cœur de Shibuya, mais dans une dimension parallèle. Invisible aux passants, lui et les autres joueurs de ce jeu de la mort doivent accomplir des missions absurdes, affrontant des noise, créatures stylisées, symboles de leur anxiété, de leurs blocages intérieurs. Et dans Twiwi, il y a plein de badges, il n'y a pas que le badge à tête de mort, il y en a plein d'autres. Petits objets de mode, gadgets en apparence anodins, ils concentrent pourtant ton pouvoir intérieur. Chaque badge c'est une arme mais aussi une identité. Tu choisis ton style de combat comme tu choisis ta tenue. Plus que de simples outils, ce sont des prolongements de toi-même. Comme les Air Treks, les badges sont accessoires cool et catalyseurs de liberté, permettent à Neku d'exprimer son style et sa puissance mais surtout de se connecter aux autres. Pour survivre dans le Reaper's Game, il doit apprendre à synchroniser son flow avec ses partenaires. Impossible de progresser seul, la survie passe par l'écoute, l'ouverture et l'acceptation de l'autre. C'est du shonen tourné vers l'introspection. Dans Twiwi, ta plus grande prison, c'est toi-même. Visuellement, c'est la déferlante grind fiction. Shibuya transformé en arène graphique, saturée d'enseignes, de logos, de contrastes violents. Chaque pose de personnage ressemble à une illustration de magazine de mode urbain. Et chaque détail du jeu, menu, interface, combat, ça respire le graphisme de l'époque avec des traits épais, des déformations stylisées et ce côté tout est design. La BO composée par Takaharu Ishimoto fait le reste. Un patchwork furieux de J-pop, de rap, de rock et d'électro. Des morceaux qui claquent comme des jingles radio pirates qui s'impriment dans la mémoire dès la première écoute. I know gravity ain't an excuse. I just wanna make things a little more
Oui, c'est la démonstration que le grind fiction peut exister au creux de la main dans une console portable et qui n'a pas besoin de rollers futuristes ou de basses électriques pour exister. Ici, la rébellion est intime, c'est celle de trouver sa voix dans un Shibuya saturé de bruit, de pubs, de passants et d'oser dire « j'existe ». Et je ne me laisserai pas effacer. Avec The World Ends With You, on arrive à une sorte de sommet, 4 œuvres, 4 visages du grind fiction. La rébellion urbaine et artistique de Jet Set Radio, l'explosion chaotique et intime de FLCL, le shonen de vitesse et de liberté qui est Air Gear, et l'introspection de Twiwi qui transforme Shibuya en arène intérieure. Chacune trace une ligne différente, mais ensemble elles dessinent les contours du grind fiction, un monde saturé de sons, de couleurs et d'attitudes, où les ados transforment leur quotidien en champ de bataille, en playground, en manifeste graphique. Mais pour comprendre comment on en arrivait là, il faut remonter un petit peu. Avant que tout ça explose, il y a eu des précurseurs. Des jeux qui n'avaient pas encore de rollers futuristes ou de rippers en hoodie, mais qui posaient déjà les bases. La musique comme gameplay, la ville comme terrain de jeu, l'attitude comme moteur. 2 jeux sortent particulièrement du lot et méritent qu'on s'y attarde. Parappa the Rapper et Crazy Taxi. Chacun, à sa manière, a posé les fondations de ce qui deviendra le grind fiction. Jeu de rythme japonais paru sur PlayStation en fin 96, Parappa nous apprend une chose essentielle. La musique est un moteur du gameplay. Chaque niveau devient une petite scène de performance. Le joueur suit le rythme, s'adapte, improvise et découvre que la confiance en soi et la persévérance peuvent devenir des armes. Les personnages en 2D aux couleurs vives et aux formes stylisées construisent un univers cartoon urbain simple où l'attitude et le style du joueur structurent déjà l'expérience. Parappa est un exemple précoce de jeu d'attitude, ce n'est pas seulement ce que tu fais mais comment tu le fais. Ta personnalité transparaît à travers tes actions et ton flow, une idée que le grind fiction poussera à l'extrême quelques années plus tard. Crazy Taxi, sorti quelques années plus tard, met l'accent sur la liberté totale dans un environnement urbain. Les rues deviennent un terrain d'improvisation, tu choisis ton chemin, inventes des raccourcis, prends des risques pour le style et l'efficacité. La ville n'est plus un décor statique, elle devient un espace d'expression. La vitesse, le chaos et la musique punk rock intégrée au gameplay créent une expérience saturée d'énergie. Crazy Taxi illustre que le joueur peut faire de l'urbain un terrain de liberté. Ces 2 jeux ne sont pas encore du grind fiction à proprement parler, mais ils en tracent les contours. La musique comme moteur, la ville comme terrain de jeu, l'attitude comme gameplay. Les œuvres suivantes reprendront ces principes et les pousseront à l'extrême, donnant naissance à ce style coloré et résolument punk que nous connaissons aujourd'hui. Le grind fiction ne s'est pas arrêté aux années 2000. Son influence se retrouve dans des jeux, des médias et des expériences plus récentes qu'on peut organiser autour de 3 axes. Fashion, style et musique. Ces axes ne sont pas indépendants, ils s'entrelacent pour créer une expérience pleine de personnalité et d'attitude fidèle à l'esprit grind fiction. Splatoon est un héritier moderne du grind fiction. L'identité et l'expression passent autant par le look de ton personnage que par ton skill en match. La customisation est au cœur du jeu. Chaque joueur peut choisir chaussures, chapeaux, chemises, accessoires et même marcher pieds nus sur le béton brûlant. Ils ont aucun goût eux. Certains relookent leur Inkling de manière ultra stylée, d'autres plus fantaisistes, mais tout le monde participe à ce que la communauté considère comme un virtual closet. Les articles de mode dans le jeu ne sont pas là juste pour décorer. Ils ont une vraie utilité gameplay. Chaque vêtement donne des bonus de stats ou de skills, ce qui fait que dans les matchs en ligne, on croise très souvent les mêmes tenues dictées par la méta ou la mode, je sais pas trop. Mais malgré ça, le système de marque, les logos qui rappellent Supreme ou Nike, les magazines en jeu et les innombrables variations possibles donnent une impression constante de créativité et d'expérimentation stylistique. Inkopolis Plaza, le hub principal, est directement inspiré de Shibuya, le quartier streetwear de Tokyo. Là-bas, chaque vitrine, chaque coin de rue respire la mode, tout comme dans le jeu où la customisation est libre et vivante. Les tendances changent, les joueurs expérimentent et cette liberté donne un sentiment quasi absolu de liberté d'expression. On retrouve aussi des touches de skater fashion, rappelant l'esthétique de Jet Set Radio à base de sneakers, casquettes, hoodies, et cet esprit rebelle qui traverse le gameplay. Côté hub, Splatoon puise directement dans l'imaginaire des grandes villes. Comme je vous disais, le premier jeu s'inspire de Shibuya à Tokyo. Le 2 va plutôt lorgner du côté de New York, capitale mondiale du hip-hop et du graffiti, tandis que le 3 il va transposer ça à Hong Kong avec ses néons et sa densité urbaine unique. 3 lieux iconiques, tous emblématiques de l'esthétique grind fiction où chaque coin de rue raconte une histoire de style et de culture. Au-delà des fringues, Splatoon élargit encore le champ de l'expression. Messages en ligne, graffiti numérique sur les murs du hub, bannières et signatures personnelles, c'est une extension sociale de cette culture. Et bien sûr, la musique. DJ fictif, concerts réels, playlists qui évoluent avec les tendances, tout contribue à créer un monde plein de couleurs, de sons et d'attitudes.
Lethal League n'est pas qu'un jeu de combat avec une balle, c'est un festival graphique et sonore où chaque hit claque visuellement. Chaque match devient un véritable catwalk électro-hip-hop où la façon dont tu bouges, frappes et esquives parle autant que ton score. Chaque personnage a une silhouette et un design iconique. La bande-son ne sert pas seulement d'ambiance, elle rythme tes frappes, transforme chaque échange en chorégraphie et fait du gameplay une expérience performative. Choisir ton personnage, maîtriser ses combos, enchaîner les frappes avec fluidité, c'est affirmer ton attitude et ton identité dans un espace partagé. Le studio Team Reptile assume pleinement ses inspirations grind fiction. Graffiti stylisé, couleur pop, influence hip-hop japonaise, on le voit encore plus clairement avec Bomb Rush Cyberpunk, considéré par tous comme le successeur spirituel de JSR. Les persos de Lethal League comme Jay et Baze ont même fait des apparitions en DSC, un clin d'œil direct à leur héritage. Comment parler de grind fiction sans parler de Sonic? Sonic Riders reprend l'esprit urbain et rebelle du genre, mais le transpose à haute vitesse. Ici, chaque course sur hoverboard devient un terrain de performance. Les circuits futuristes, les rampes, les murs et les tricks ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des occasions de montrer ton style et ton audace. Le jeu transforme la vitesse en langage, chaque figure, chaque combo, chaque trajectoire devient une signature personnelle. Sonic Riders conjugue attitude et gameplay. Les overboards et techniques créatives permettent de grinder sur les rails, de glisser sur les murs, d'enchaîner figures et boosts comme dans une chorégraphie urbaine. La rivalité entre gangs et la compétition amplifie l'énergie et la sensation de liberté, exactement comme dans un vrai playground de grind fiction. Un jeu hard to master, certes, mais une fois que le flow est trouvé, chaque course devient une expérience où le style et la vitesse sont rois. Sonic Riders montre que l'héritage du grind fiction ne se limite pas à la customisation ou au graffiti, il peut s'incarner dans le mouvement, la fluidité et l'attitude, transformant la course en performance et la ville en terrain de jeu vivant. Enfin, côté musique, impossible de passer sous silence Lotus Juice, producteur et interprète entre autres pour Persona 3 et pour Solitaire ainsi que dans plein d'autres œuvres. Il apporte une vibe grind fiction immédiate. Hip-hop japonais, énergie urbaine, mélange de styles qui donne un souffle unique aux scènes qui l'accompagnent. Dans Persona 3, ses morceaux rythment les combats comme une battle de rue. Dans Solitaire, ses beats saturés et sa voix rapide amplifient la tension et la vitesse de l'action, transformant des scènes de combat en véritable spectacle urbain. Ce que Lotus Juice fait, c'est transposer l'esprit du grind fiction en son. C'est pas juste de la bande son, c'est vraiment des vecteurs d'attitude, de style et de rythme. Le grind fiction, il se limite pas aux jeux vidéo parce qu'on le retrouve dans d'autres œuvres. On le retrouve dans Gorillaz, ça vous étonnera peut-être, mais difficile de ne pas citer ce groupe parce qu'on a un vrai mélange visuel, musical et narratif qui rappelle cette hybridation graphique et musicale qui traverse le grind fiction. Scott Pilgrim, c'est évident à mes yeux, mais l'univers coloré, les combats stylisés, les références à la pop culture et à la musique indie, tout ça, ça reprend le mélange de style, énergie et attitude qu'on aimait déjà dans ce genre d'œuvre. Et sinon, pour citer d'autres jeux, il y a bien sûr Sunset Overdrive, un open world survolté, punk pop, où le style et le fun priment sur la logique réaliste. Une descente directe de cette vibe street culture avec du gameplay. Et bien sûr, Hi-Fi Rush, qui est l'un des héritiers les plus assumés côté jeux vidéo avec son cel shading éclatant, son univers urbain stylisé, son énergie musicale constante. Dans Hi-Fi Rush, tout est au service du flow. Chaque mouvement, chaque coup, chaque saut, ça épouse le rythme, un pur hommage moderne au grind fiction. Et il y en a plein d'autres, si je devais tous les citer, ce serait une vidéo iceberg, donc voilà, mais je pense que j'ai parlé des plus gros. Le grind fiction n'est pas une esthétique figée dans le passé, il continue d'influencer et d'inspirer de nouvelles œuvres. Dans le paysage manga actuel, Gachakuta se distingue comme une œuvre profondément ancrée dans la culture urbaine. Créée par Kei Urana, ancienne assistante d'Atsushi Okubo, créateur de Solitaire et Fire Force entre autres, la série puise son esthétique et son énergie dans l'univers du street art avec des influences cyberpunk et trash punk. L'influence de son mentor se ressent également dans la dynamique des personnages et l'intensité de l'action. L'univers singulier de Gachakuta plonge le lecteur dans un monde dystopique où les personnages, issus des bas-fonds de la société, utilisent des objets du quotidien qui sont animés par leur anima pour se défendre contre des créatures faites de déchets. Les décors urbains sont dégradés, saturés de graffitis et de tags et renforcent l'impression d'une ville à la fois vivante et en marge. Pour accentuer cette authenticité, Urana a collaboré avec l'artiste de rue Hideyoshi Ando qui a intégré des éléments de graffiti réels dans le manga, rendant l'univers encore plus immersif et fidèle à la culture urbaine. Cette fusion entre manga traditionnel et art de rue, ça confère à Gachakuta une dimension visuelle unique. Chaque page semble vibrer au rythme de la ville, combinant action shonen, expression artistique urbaine et esthétique crade mais stylisée. C'est une œuvre qui continue l'héritage du grind fiction en montrant comment l'attitude, le style et l'énergie d'un univers peuvent traverser les générations et s'adapter aux nouvelles formes de narration. Hoyoverse, déjà connu pour Genshin Impact et la saga Honkai, explore avec Zenless Zone Zero une version moderne et très assumée du grind fiction. Les rues sont couvertes de stickers façon Splatoon, les panneaux publicitaires clignotent et les pouvoirs des personnages explosent visuellement à l'écran. Chaque déplacement et chaque combo semble chorégraphié pour impressionner avec un côté hyper dynamique qui rappelle la performance incarnée du grind fiction. Cependant, ZZZ pousse parfois la dose un peu trop loin. Je pense à l'hypersexualisation des personnages féminins qui est omniprésente, certains plus que d'autres avec des
des courbes accentuées et des animations centrées sur le corps. Cette approche flashy et exagérée attire l'œil, mais elle peut surprendre les joueurs qui s'attendaient à l'énergie urbaine et au style brut du grind fiction classique. Zenless Zone Zero illustre un point intéressant. Hoyoverse a intégré beaucoup d'éléments qui résonnent avec le grind fiction, la ville comme terrain de jeu, la culture visuelle saturée, l'expression individuelle à travers le mouvement et des pouvoirs, mais l'exagération et le côté clinquant montrent que cette esthétique peut facilement être dénaturée lorsqu'elle est poussée à l'extrême, surtout dans le contexte des standards chinois du jeu mobile et AAA. Alors cela dit, j'aime beaucoup ZZZ, le prenez pas mal. Des jeunes qui traversent la ville comme un opening de shonen en couleurs vives et en grand angle, comme si la vie était un jeu vidéo, comme si la réalité avait oublié de mettre des limites. Le grind fiction ne se résume pas à un style ou un univers visuel, c'est une culture qui naît dans la rue où la liberté se mesure à la vitesse, au bruit et surtout à l'attitude. Un refus clair de la normalité et du conformisme, un monde où c'est normal de courir sur les murs, de grinder sur les rambardes, de taguer les drones, de se battre en plein Shibuya avec des super pouvoirs. C'est ok de laisser pousser tes cheveux et de ressembler à un héros de JRPG, de porter un manteau XXL, d'avoir un look cyberpunk avant-gardiste ou juste un jean et une veste trouvée à l'arrache. De mixer capoeira et bras bioniques, d'avoir un blaze punk, de se promener avec un sabre avec une paire de sneakers trop grande, de sauter de toit en toit juste pour le kiff. Plus qu'un genre, le grind fiction est un manifeste, exprimer sa différence, vivre à fond et faire de la ville un espace de liberté. Si cette vibe vous a parlé, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on explore d'autres esthétiques. On peut parler de plein de choses, il y a le Vaporwave, Cybercore, il y a beaucoup d'esthétiques qui existent déjà, qui mériteraient leur petite vidéo. Moi j'aime beaucoup parler d'années 2000, donc j'ai vraiment focus le grind fiction, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être super intéressants en vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et je vous remercie et à la prochaine pour une autre vidéo.